Salut à tous, c'est Abdelwakil. Donc on se retrouve là aujourd'hui pour parler géométrie complexe. Donc c'est la suite de la vidéo de la partie complexe calculatoire. Et maintenant là on va étudier tout ce qui est aspect géométrique. Donc on va passer à un autre cap, un autre niveau ici en termes de démonstration. Et même, je veux dire, ça fait quand même quelques vidéos qu'on a commencé, donc c'était un peu doucement, on était tranquille, les chapitres n'étaient pas très difficiles. Et bien là, on va passer à un nouveau cap, donc on va essayer d'aller beaucoup plus vite, on va essayer de moins détailler, on va essayer de vraiment de vous mettre dans le bain d'un élève en classe prépa. Par contre, si vous avez des questions, toujours, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, quelle que soit la question. C'est très important, très important, parce que la malhonnêteté intellectuelle ne paye pas, ne paye pas. Si vous avez des questions et que vous ne trouvez pas la réponse, vous allez accumuler les lacunes. Donc il faut absolument poser des questions, ne pas avoir honte, la timidité, vous l'oubliez, et il faut avancer. Là, vous allez rentrer en prépa, il faut prendre des bonnes habitudes, et voilà quoi. Donc lorsque vous ne comprenez pas, vous posez des questions, et vous allez voir, vous allez réussir. Donc voilà, donc on va commencer pour vous décrire le plan complexe. Donc le plan complexe très simple, hein. Donc l'axe des ordonnées est remplacé par l'axe des imaginaires et l'axe des abscisses par l'axe des réels. Donc imaginez, vous voulez passer un point d'affixe z. Donc quand je dis un point d'affixe z, donc ça veut dire que le point, on lui affecte un nombre complexe. Et donc là, par exemple, on va noter le point ici A, donc le point A d'affixe z. Et bien pour placer ce point, vous avez z sous forme algébrique, donc qui s'écrit ainsi. Et donc on a vu qu'on a l'axe des réels ici, l'axe des imaginaires, et donc on connaît la partie réelle. Donc la partie réelle c'est A. Et donc la partie imaginaire c'est B. Donc tout simple, vous avez juste à placer A et B pour pouvoir positionner votre point. Ensuite, imaginez vous avez que la forme exponentielle et vous voulez placer le point qu'avec la forme exponentielle. Et bien très simple, vous allez cette fois-ci utiliser le module et l'argument. Donc l'argument, il va falloir que vous récupériez une règle pour avoir l'argument, donc l'angle qui se trouve là. Et aussi, donc l'argument, je le rappelle d'ailleurs, c'est l'angle entre le vecteur OM et le vecteur unitaire sur l'axe des réels. Donc I, donc si je représente I, ce sera comme ça. Et vous allez utiliser aussi le module, donc la distance entre l'origine du repère et le point M. Donc voilà, donc là c'est réglé. Par contre, imaginez si vous faites le conjugué, donc très simple, quand je vous ai dit le conjugué, I devient moins I. Et donc en fait, c'est une symétrie par rapport à l'axe des réels. Donc voilà, tout simple, il ne faut pas se poser de questions, c'est très simple. Donc ensuite, j'ai remis les définitions du module d'exponentielle imaginaire, très important à savoir ça, tout ça, très important. Donc ensuite, soit A et B des points quelconques d'affixe respectifs A et B. Donc là, on va passer aux démonstrations. Donc là, on va élever le niveau un peu en termes de démonstration. Donc il va falloir être capable de bien en fait de bien pouvoir les reproduire. Ces démonstrations-là, on est allé dans le simple minimaliste, donc on n'a pas tout détaillé. Le but, c'est que quand même, vous faisiez un travail pour bien comprendre la démonstration par vous-même, que vous développiez par vous-même, pour voir en fait pourquoi on a fait ça, pourquoi on a fait des équivalences comme ça. Donc voilà, pourquoi on a agi comme ça en fait. Et ce sera aussi important de dessiner. Dessiner, c'est la clé en prépa. Si vous pouvez représenter un problème par un dessin, je peux vous assurer que le problème peut se débloquer à l'instant où vous avez fini le dessin. Donc c'est très important de dessiner. Très important. Et comme vous allez le voir, c'est beaucoup de bases de collège, de lycée, qu'ici on va utiliser en fait pour démontrer ça, et que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Donc il faut vraiment ne pas se mettre de pensées limitantes. Les pensées limitantes, c'est ça qui en fait, on entend beaucoup de personnes qui disent oui, mais tout le monde n'a pas le niveau pour faire ci, pour faire ça. Mais non, c'est vous qui vous mettez des pensées limitantes, et si vous vous donnez à fond, vous allez atteindre le maximum que vous pouvez. On ne peut pas tous avoir l'X, mais on peut tous essayer d'avoir le maximum possible et de se dire qu'on n'a pas de regret à la fin parce que j'ai tout donné. C'est ça l'important qu'il faut retenir. Donc maintenant, on va passer aux démonstrations. Juste après avoir fini les démonstrations, je vous invite à répondre à cette question-là. Si vous répondez à cette question-là, ça veut dire que vous avez très bien compris le chapitre. Et si vous n'y arrivez pas, bien sûr, dites-le en commentaire. Pas de souci, on est là pour répondre. Il n'y a pas de problème. On passe aux démonstrations. Donc ensuite, la première démonstration. Donc la première démonstration, on a un module de z moins a qui est égal à r. Donc, et on veut montrer que m
appartient au cercle de centre A et de rayon R. Donc lorsque vous avez cette notation-là, en fait, ici, eh bien, c'est très important, en fait, de noter dans votre cahier que ça représente qu'un point appartient au cercle de centre A et de rayon petit r. Donc nous, notre but, c'est donc on a ça et on a ça. Donc on a l'équivalence suivante. Nous, on veut montrer cette équivalence-là. Et nous, les étapes qu'on a fait ici, eh bien, elles sont vraiment très minimalistes. Je veux dire, on ne s'est pas pris la tête beaucoup en fait. Donc déjà, ce qu'il faut retenir ici, c'est que Z-A, c'est la fixe d'un vecteur en fait. Lorsque vous avez une différence de complexe, en fait, si j'écris AM ici, et bien en fait, son affixe, on va l'écrire comme ça, ce sera Z-A. Et avec Z, le nombre complexe affecté au point M et petit a affecté au point A. Donc voilà, c'est pour ça que là, pour passer de cette étape-là, à cette étape-là, eh bien vous allez remarquer ce qu'on a fait. Donc, lorsqu'on traduit cette étape-là, donc on sait que le module c'est une distance quoi. Et petit r, on connaît, c'est le rime. Donc, on peut écrire en fait que c'est AM qui est égal à R. AM, comme je vous ai dit, Z-A c'est le vecteur. Et donc lorsque vous avez le module, c'est une distance. Donc AM, qui est une distance, c'est égal à R. Donc on a le droit d'écrire ça. Ou encore, on a le droit d'écrire ça. C'est encore mieux d'écrire ça parce que vous utilisez vraiment la définition là. Donc là, vous utilisez la définition. Donc c'est très bien. Donc la norme du vecteur AM qui est égal à R. Vous êtes d'accord avec moi? La norme, c'est une distance, donc c'est toujours homogène au rayon. Et donc, est-ce que là, ici, on peut revenir en arrière? Bah oui, bien sûr qu'on peut revenir en arrière. Je vous ai dit que AM, son affixe, c'est Z-A, et la norme, c'est une distance. Mais la norme, c'est exactement comme le module, c'est exactement le module. Donc, on peut pas revenir ici. Donc, d'où le signe d'équivalence. Ensuite, pour passer de là à là, donc on dit que M est à distance R de A. Ok, d'accord, très bien. Bah oui, c'est très simple parce que la distance entre A et M c'est égal à R. Donc là, il n'y a rien à montrer. Et pour revenir en arrière, est-ce que c'est possible d'écrire ça? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc on peut toujours utiliser l'équivalence. Et donc ensuite, M est à distance R de A. Eh bien, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à un cercle. Et lorsque l'on a un cercle, lorsqu'on le remonte, eh bien M il est toujours à distance R de A. Donc la démonstration est en 3 lignes, c'est fini. En 3 lignes, c'est fini. Vous pouvez toujours faire un dessin pour vous aider à illustrer la démonstration. Lorsque vous faites un dessin, eh bien, ça vous aide à écrire tout ça, en fait. Parce que lorsque vous représentez ça, en fait, lorsque vous comprenez ce qu'est cet objet ici, là, cette équation, eh bien, vous avez ce dessin-là. Et en fait, là, ça déroule, ça déroule, ça déroule. Et lorsque vous comprenez c'est quoi l'équivalence, vous comprenez qu'il faut toujours vérifier que le sens inverse pour voir si c'est OK, quoi. Sinon, c'est pas un signe équivalent qu'on met, mais un signe d'implication. On passe à la prochaine démonstration. Ensuite, la deuxième démonstration. Donc, module de Z-A qui est égal à module de Z-B. Donc là, ici, vous voyez très bien. Je veux dire, c'est comme je vous ai dit. Donc là, c'est l'affixe d'un vecteur et l'affixe d'un vecteur ici. Donc, on passe de là à là. Donc, AM est égal à BM. Oui, ça se comprend très bien parce que le module, je vous ai dit, c'est une distance. Et donc, AM, c'est une distance, BM, c'est une distance. Donc oui, il n'y a pas de problème ici. On pourrait aussi utiliser la définition de la norme, mais ici, on a décidé de faire ça et ça marche, quoi. Je veux dire, c'est juste. Du moment que c'est juste, personne ne viendra vous chercher des ennuis. Donc ensuite, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Oui, bien sûr qu'on peut revenir en arrière parce que AM, c'est une distance et donc le module c'est une distance et donc on peut obtenir en fait, donc voilà quoi, je veux dire on peut obtenir la distance entre AM en écrivant avec le module quoi. Et pareil pour BM. Donc ensuite, pour pour aller de là à là, eh bien il faut voilà quoi, on a M qui est égal à la distance de A et B. Et ça se comprend directement lorsque vous voyez cette équation là. Ça veut dire que la distance AM c'est égal à la distance BM. Donc là il n'y a pas de problème. Et si vous remontez, il n'y a toujours pas de problème. Et le truc en fait ici qui est important en fait pour bien remarquer ça en fait, c'est de vous aider à faire un dessin en fait. C'est très important de vous faire un dessin. Lorsque vous faites un dessin, tout se révèle en fait, tout se révèle. Lorsque vous comprenez en fait ce que c'est que ça, vous allez dessiner ça. Vous comprenez que là c'est le module, donc la distance AM est égale à BM. Et donc en fait lorsque vous comprenez ça, eh bien vous faites le dessin et vous comprenez directement qu'en fait M appartient à la médiatrice AB. Et lorsque vous voulez remonter, on connaît tous la définition d'une médiatrice. Une médiatrice elle coupe un segment en deux parties égales.
Et donc, ou sinon, à tout point qui est sur la médiatrice, eh bien, est à égale distance entre les deux points du segment, donc en l'occurrence A et B. Et donc là, on utilise la seconde définition et tout va bien, on peut remonter. Donc on peut toujours agir par équivalence. Par contre, je note, pour la plupart des démonstrations en prépa, vu que là, ici, c'est une démonstration très simple, on peut agir par équivalence. Mais c'est assez rare en prépa qu'on puisse agir directement par équivalence, donc il faut faire très attention. Souvent, on agit par double implication, c'est-à-dire qu'on va d'abord étudier un sens, et après l'autre sens. Donc c'est très important de bien noter cette nuance et de bien comprendre comment on agit pour faire des démonstrations en maths. Donc on passe à la troisième démonstration, mais bien sûr, comme si vous avez des questions, il faut les poser, et encore une fois, la clé c'est de dessiner. Pour passer de là à là, on dessine, c'est la clé. Mais vous allez y arriver. Si vous posez des questions et que vous n'avez pas peur, vous allez y arriver. On passe à la prochaine question. Donc c'est parti pour la troisième démonstration. Donc on a M qui appartient à une demi-droite AB privée de A et on doit montrer que l'équivalence entre argument de Z-A sur B-A qui est congru à 0 modulo de pi. Donc on peut commencer de là où vous voulez, hein. Franchement je vais commencer d'en bas parce que je trouve ça assez marrant de commencer d'en bas et de remonter en haut. Et donc le but ici en fait c'est de bien comprendre ce que c'est. Et ici quand on regarde ça on n'a aucune idée de ce que ça peut représenter. Mais le but ici c'est vraiment de se ramener à des choses que l'on connaît, transformer cette proposition en quelque chose de très simple à manipuler. Donc nous on connaît les règles de calcul de l'argument. Donc les règles de calcul de l'argument, si on a un quotient à l'intérieur, on peut obtenir une différence. Et donc lorsqu'on va faire cette différence là, on va remarquer qu'en fait argument de Z-A c'est congru à argument de B-A modulo de pi. Et donc ça veut dire qu'en fait ils ont le même argument à 2 cas près, quoi. Et donc ils ont le même argument, donc on peut représenter ça par un dessin. Lorsque vous allez représenter ça par un dessin, vous allez très vite comprendre les spécificités du problème, là où l'on peut travailler, là où l'on peut placer le point M d'affixe Z. Et donc c'est très important de bien maîtriser tout ça, quoi. Et donc un petit dessin, ça vous débloque pour toute la suite, je vous l'assure. Donc il faut surtout dessiner à cette étape-là. Donc on a argument de Z- qui est congru à argument de B-A modulo de pi. Donc lorsqu'on va dessiner, en fait, donc toujours faites un dessin penché pour pas donner l'impression qu'en fait, si vous faites un dessin en fait horizontal, vous donnez l'impression que ça marche que pour un seul cas, alors que lorsque vous le faites pencher, le dessin, eh bien vous donnez l'impression qu'en fait ça peut marcher pour tous les cas, quoi. Donc c'est très important, la perception des choses en maths est très importante. Donc lorsqu'on va représenter Z-A, je vous ai dit c'est l'affixe d'un vecteur, donc c'est-à-dire ici en l'occurrence AM, et B-A c'est l'affixe du vecteur AB. Et donc là ici, comme je vous ai dit qu'ils ont le même argument, donc c'est-à-dire qu'ils vont avoir, donc ils seront collinéaires, mais collinéaires positivement. Pourquoi? Imaginez si je place pas le point M donc dans le sens de telle sorte qu'en fait les vecteurs AB et AM soient dans le même sens, et je place le point M' ici, de telle sorte que AM' soit dans le sens contraire que AB. Et donc ce que l'on peut remarquer en fait ici, c'est que en fait l'argument du vecteur AM', eh bien en fait ça va être l'argument de AB plus pi. Et donc là ça va pas vérifier cette proposition là, et donc il faut faire très attention. Et donc lorsque vous avez fait le dessin, vous comprenez les spécificités du problème. Et donc en fait, vous allez pouvoir facilement remonter. Et donc lorsque l'on a en fait, on a vu à travers le dessin qu'il y a collinéarité positive entre le vecteur AB et le vecteur AM, et que en plus, donc c'est-à-dire que M, donc c'est-à-dire que la collinéarité est positive et qu'en plus M ne peut pas être placé au point A parce que l'argument sinon serait 0 et l'argument de 0 ça n'existe pas. Donc faire très attention à ces choses-là. Dans quel domaine on travaille? Très très important. On le verra lorsqu'on étudiera les fonctions qu'il faudra faire très attention. Donc lorsqu'on va faire le rapport en fait entre les affixes donc des vecteurs, eh bien on aura lambda qui sera un réel positif strictement, donc strictement positif, c'est-à-dire que lambda ne peut pas être nul. Parce que imaginez si lambda est nul, c'est-à-dire que z est égal à a, et donc ça pose un problème au niveau de l'argument ici. Donc oui, on ne pourra pas revenir, alors que le but c'est de revenir, quoi. On cherche à montrer une équivalence entre ça et ça. Et donc si on montre juste une application, ça casse le chemin. Si on commence de là, on ne pourra pas revenir là, quoi. Donc voilà, faut être très attentif à tout ça.
Et donc, lorsque l'on a un rapport z-a sur b-a qui est égal à lambda, donc lambda qui est strictement positif, on peut revenir très facilement en bas parce que justement on a placé lambda qui est strictement positif et on a le quotient quoi, des deux nombres complexes qui représentent des vecteurs, et donc les affixes des vecteurs, et on comprend très bien, comme il y a collinarité, que l'argument z-a est égal à l'argument de b-a de capi près, et donc avec la définition des congrus qui donne ça. Donc ensuite on en est à là, et donc d'ici, donc on a ça, on se dit très très bien. Donc la bonne idée ici, c'est de se ramener à représenter une demi-droite. On passe de là à là, donc il faut toujours rappeler que le lambda il est strictement positif, et donc on obtient z-a qui est égal à lambda fois b-a. On peut toujours revenir, il n'y a pas de problème, on divise par b-a, il n'y a pas de problème, c'est pas nul b-a. Et donc on en est à là, donc on a montré cette équivalence-là, donc on en est à là. Donc on passe de là à là, donc on sait que ça c'est l'affixe du vecteur AM, ça b-a c'est l'affixe du vecteur AB, et donc lorsqu'on va passer ici, on va avoir AM qui est égal à lambda AB, donc on peut passer à la forme vectorielle, vu qu'on connaît les affixes. Donc il n'y a pas de problème, on a le droit de faire ça. Et donc il faut toujours rappeler que lambda est supérieur à 0, parce que lambda supérieur à 0, en fait c'est notre condition limitante, qui en fait vient du fait qu'on n'a pas le droit d'avoir z qui est égal à petit a, et que il nous faut une collinarité positive. Donc très important en fait, le lambda en fait c'est la clé pour en fait arriver en fait aux conditions limitantes. Donc c'est-à-dire la condition limitante privée de a ici. Et donc privée de a, et aussi que ça soit une demi-droite. C'est très important de bien comprendre ça, de bien comprendre le rôle de lambda ici. Pourquoi il faut le rappeler? Parce que imaginez si vous oubliez de le rappeler, et bien en fait, si là, imaginez on n'a pas mis que lambda est supérieur à 0. Vous aurez oublié de mettre privé de a, et vous n'aurez pas écrit AB demi-droite. Je veux dire, c'est impossible d'écrire ici que AB est une demi-droite. Donc on peut passer de là à là dorénavant, donc on a montré ce que l'on cherchait à montrer, et on peut revenir de là à là sans problème, hein. On sait écrire vectoriellement une demi-droite, privé de a, donc privé de a ce sera à partir du lambda supérieur à 0, donc pas de problème, hein. Très important de bien comprendre tout ça. Refaites-le doucement, tranquillement. Moi j'ai fait exprès d'accélérer pour vous mettre un peu dans le rythme de la prépa, pour que vous puissiez comprendre très rapidement comment ça fonctionne les choses. Ça je le fais pour cette vidéo là. Pour d'autres vidéos des fois j'irai plus doucement, tranquillement, mais là c'était vraiment le but, c'est vraiment là de mettre une poussée de level quoi, une poussée de level pour vous pousser à vous réveiller un peu, encore pousser un peu le truc quoi, pousser un peu le bouchon. En plus j'ai vu il y a beaucoup de personnes qui avancent très très bien, c'est très bien, hein. Continuez comme ça, et donc qui nous demandent beaucoup d'exercices, donc c'est à dire qu'il y a du monde de très bons élèves qui nous suivent, et donc ce serait bien que ces très bons élèves, voilà, donc à la fois on va très vite pour eux, et à la fois pour ceux qui ont un peu plus de mal, et bien qui continuent à se donner à fond pour savoir le niveau à atteindre quoi. Donc c'est très 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 bien, très très bien. Mais il faut pas lâcher, faut pas lâcher. Donc on passe à la dernière démonstration. Donc la dernière démonstration, donc la démonstration numéro 4, donc on a z-b sur z-a qui appartient à IR étoile, donc on cherche à montrer que M appartient au cercle de diamètre AB privé de A et B. Donc là on cherche à montrer l'équivalence. Donc là ici on va partir de ça, donc z-b sur z-a dans IR étoile. IR étoile on n'a jamais vu cette notation là. Ça veut dire que en fait c'est tous les, donc ça, ce quotient là va représenter en fait 3i, 4i, 5,3 fois i, c'est tous les nombres de ce genre là. Donc c'est équivalent en fait à ce que l'on ait argument de z-b sur z-a congru à pi sur 2 modulo pi. Ça se comprend très bien parce que ça c'est un imaginaire pur. Donc on utilise directement la définition d'un imaginaire pur. Donc on passe de là à là. Là on peut revenir en arrière, hein. Parce que ça représente un imaginaire pur. Donc voilà, il n'y a pas de problème pour le moment. Donc ce quotient de nombre complexe, on lui applique la définition d'un imaginaire pur. Donc ensuite, lorsqu'on voit ça, donc on sait très bien que on connaît les propriétés de calcul de l'argument. Donc on sait qu'on peut transformer ça en une différence, et ces différences-là, en fait, elles représentent la différence d'angle entre les deux vecteurs, donc BM et AM. Et donc ça veut dire qu'en fait, on a perpendicularité entre les deux.
Et donc, on peut passer de là à là. On peut remonter aussi. C'est juste, je veux dire, hein, de remonter là, ici, vu que les deux ils sont orthogonaux. Et ça représente bien que les deux vecteurs soient orthogonaux. Donc, il y a pas de problème. Donc, on peut mettre le signe d'équivalence ici et le signe d'équivalence là. Donc, ensuite, donc on en est à cette étape-là. Et cette étape-là, qu'est-ce que l'on peut en déduire? Donc, on peut en déduire qu'en fait, AMB, c'est un triangle, en fait, un triangle rectangle. Bah oui, parce il est rectangle en un point qui est M. Bah oui, parce qu'on a le vecteur AM et le vecteur BM qui sont orthogonaux. C'est-à-dire qu'ils sont orthogonaux en quel point? Donc le point qui est commun à ces deux vecteurs, donc qui est M. Donc on peut écrire que triangle AMB est rectangle en M. Et donc pour remonter en arrière, c'est très simple. Bah, vu qu'il est très rectangle en M, on peut très facilement écrire AM perpendiculaire à BM. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc l'équivalence est encore justifiée. Et ensuite, dans la dernière étape, donc M qui appartient au cercle de diamètre AB privé de A et B. Donc en fait, le truc qu'il faut retenir ici, c'est pour passer de là à là, en fait, il faut faire un dessin. Je ne vois pas comment on peut passer de là à là sans faire un dessin. Et donc on va faire un dessin. Donc on a remarqué ça. Ça, on l'a remarqué à travers les différentes étapes. Très très simple à remarquer. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est de voir que c'est un cercle. Et pour voir que c'est un cercle, en fait, bah, le but ici, c'est vraiment bah, on va placer en fait deux points quelconques A et B, en fait. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que l'on va en fait récupérer tous les points en fait de telle sorte que le triangle AMB est rectangle en M. Donc en fait, lorsqu'on va parcourir en fait tous les points, c'est une propriété de cinquième en fait. Hein. Même moi, au moment où j'ai cherché à passer de cette étape-là à cette étape-là, et bien en fait, je me suis dit, mais je sentais que c'était un cercle, je le sentais, parce que j'avais dessiné ça auparavant. Je le sentais, mais je n'étais pas sûr de moi et j'ai dû checker sur internet si en fait ça représentait un cercle. Et donc ça représentait un cercle et en fait, ce que l'on peut remarquer, si vous avez en fait l'hypoténuse, donc AB, qui est en fait le diamètre d'un cercle, et bien en fait tous les points M en dehors des points A et B, et bien vous permettra d'obtenir le triangle rectangle AMB. Et donc, et l'ensemble des triangles rectangles, en fait, l'ensemble des sommets M des triangles rectangles va former le cercle de diamètre AB privé de A et B. Donc pourquoi privé de A et B ici? Parce que en fait, donc privé de A parce que sinon ça crée une forme indéterminée ici. Vous avez un quotient, vous le savez très bien. Et privé de B parce que si B, parce on a fait ça en fait dans IR étoile. Donc c'est-à-dire que ce quotient-là ne peut pas être nul. Par contre, pour les plus curieux, pour ceux qui veulent se mesurer à un défi assez important, et avec Youssef, on a réfléchi un peu à comment on pourrait faire pour régler ce problème de l'étoile, pour le supprimer. Donc je vous invite à réfléchir un petit peu sur ce problème-là, donc ce quotient-là, vous trouvez en fait la démonstration dans le cas où on travaille dans IR. Donc on a fait le cas où IR est étoile, là maintenant il faut traiter le cas où ce quotient-là est nul, quoi. Donc je vous laisse réfléchir un peu. C'est vraiment pas compliqué en fait. Si vous avez bien compris la démonstration, vous pouvez comprendre, vous allez bien travailler ces choses-là. C'est pas facile. Je suis d'accord avec vous, c'est pas facile lorsque l'on n'a pas l'habitude de manipuler des choses comme ça. Mais n'oubliez pas, il faut faire des efforts pour arriver. Il faut travailler, il faut se donner à fond, il faut se faire mal, il faut se faire mal, il faut se faire mal. Mais vous allez y arriver. Surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. On est là à votre service. Franchement, on a envie que vous réussissiez. On n'a pas envie que vous ayez ces pensées limitantes qui vous disent oui, mais c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Non, c'est pour tout le monde. Il suffit de vous donner les moyens. Il ne faut pas que vous vous dites à la fin, lorsque vous avez passé vos concours, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu travailler plus, j'aurais pu faire les choses autrement. Non, 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 non. Le but, c'est vraiment de vous tester là aujourd'hui sur cette vidéo-là, de vous mettre dans des conditions difficiles pour que vous puissiez euh, comprendre un peu le niveau qu'il faut atteindre et vous allez l'atteindre, j'en suis sûr. Donc, la prochaine vidéo, ce sera la correction des exos de nombres complexes. On se retrouve dimanche. Je vous souhaite le meilleur. Continuez comme ça. Bon courage à vous. Un petit exercice. Donc, il va falloir déterminer l'ensemble des points d'affixe Z suivants. Donc c'est exactement ce qu'on a fait comme démonstration, quoi. Là, vous allez être rodé sur les nombres complexes. Si vous avez compris la géométrie complexe, vous êtes rodé, mais comme jamais sur les nombres complexes. La géométrie complexe n'est pas simple, mais il ne faut pas se priver d'avoir ces capacités-là à dessiner. Lorsque vous savez dessiner, vous évitez des erreurs. Vous évitez des erreurs. Donc, je vous mets des indices.